Je m'appelle Caroline Côté, je suis en compagnie de mon collègue François Vert-Auverge. Bon matin, François. Donc, nous serons vos co-présentateurs cet avant-midi pour le secrétariat à la réforme des institutions démocratiques, à l'accès à l'information et à la laïcité. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir Maître Chloé Latulippe, directrice des affaires juridiques et secrétaire générale de la Société québécoise d'information juridique, SOQIJ. Maître Latulippe, bienvenue parmi nous. Merci d'être là cet avant-midi. Merci, bonjour. Bonjour. Donc, pour les participants un peu plus tard au cours de la rencontre, Maître Latulippe va nous présenter la démarche qu'elle et les membres de son personnel ont parcouru pour mettre en place la politique de confidentialité de Juridique Québec. Donc, Chloé, on vous retrouve tout à l'heure. Vous êtes plusieurs personnes à vous être inscrits à ce webinaire. On est heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui. Donc, le webinaire est enregistré et va être déposé là, sur le site de notre secrétariat. Vous pourrez donc le réécouter au besoin à votre rythme. Donc, le webinaire d'aujourd'hui porte sur les politiques de confidentialité. Il a pour objectif de vous présenter la portée des nouvelles obligations à ce sujet, notamment là, celle du règlement sur les politiques de confidentialité des organismes publics recueillant des renseignements personnels par un moyen technologique. Donc, vous comprendrez que plus tard, on va l'appeler règlement sur les politiques de confidentialité et de vous présenter, dans le fond, un cas pratique là, avec Maître Latulippe de mise en œuvre d'une politique de confidentialité. Tout au long du webinaire, des exemples, des contre-exemples, des pistes de réflexion vont vous être présentées pour vous aider à élaborer ou à mettre à jour là, vos politiques de confidentialité. Également, on va répondre aux questions d'ordre général que vous avez transmises à notre secrétariat qui était le plus susceptible d'intéresser une majorité de participants au cours de la rencontre. Donc, il n'y aura pas aujourd'hui de période de questions ouvertes. Quelles sont les nouvelles obligations légales? En septembre dernier, la majorité des articles de la loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, qu'on appelle aussi la loi 25, sont entrés en vigueur. Parmi les nouvelles dispositions, l'article 63.4 de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, qu'on va appeler la loi sur l'accès, oblige un organisme public à publier sur son site Internet et à diffuser par tout moyen propre à atteindre les personnes concernées une politique de confidentialité qui est rédigée en termes simples et clairs lorsqu'il recueille par un moyen technologique des renseignements personnels. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord voir quels organismes sont assujettis à cette nouvelle obligation et c'est quoi une politique de confidentialité et pourquoi il faut la publier. Qui est assujetti à cette obligation? Tous les organismes publics qui collectent des renseignements personnels par un moyen technologique, et ce, peu importe leur taille, y sont assujettis. C'est quoi une politique de confidentialité et pourquoi c'est important de la publier? Dans le fond, la politique, c'est un document qui va permettre aux personnes concernées d'obtenir les informations dont elles ont besoin pour comprendre la nature de la collecte de leurs renseignements personnels par un moyen technologique et le traitement qui va être fait là, de leurs renseignements. Ça va leur permettre également de prendre une décision, des actions éclairées quant aux renseignements que vous collectez, comme refuser la collecte ou les rectifier de manière autonome et d'exercer leurs droits, là, comme d'avoir le droit d'accès à leurs renseignements personnels. Donc, la politique de confidentialité, c'est un des véhicules mis en place par la loi 25 pour assurer plus de transparence aux personnes concernées au moment de la collecte de leurs renseignements personnels par un moyen technologique. Concrètement, dans le fond, la politique de confidentialité doit permettre aux personnes de savoir, entre autres, quels renseignements vous collectez là, sur elles, comme des renseignements d'identité comme leur nom, leur prénom, des renseignements financiers là, comme leur numéro de compte bancaire. Donc, les personnes concernées doivent aussi savoir pourquoi ou les fins pour lesquelles vous collectez ces renseignements-là par un moyen technologique, par exemple pour traiter le paiement d'un service ou traiter une demande de prestation. Elles doivent également savoir comment ou par quel moyen vous allez collecter ces renseignements-là, donc par le biais d'un site web, d'un agent conversationnel, d'une application de transport en commun, par exemple. Le cas échéant, là, votre politique doit traiter du recours à des témoins de connexion. François va vous entretenir le sous peu un peu plus en détail là, sur ce sujet-là. La politique va permettre aussi aux personnes concernées de savoir comment votre organisation protège les renseignements personnels, donc de manière générale. Et elle doit aussi là, permettre aux personnes de savoir qui va avoir accès à leurs renseignements personnels, où les renseignements personnels vont être communiqués, par exemple à l'extérieur du Québec, quels sont leurs droits suivant la collecte.
Donc, pour les personnes qui ont participé au webinaire sur les règles encadrant la gouvernance à l'égard des renseignements personnels, vous pouvez remarquer que plusieurs des questions que je viens de dire, hein, quoi, pourquoi, comment, où, qui, vont trouver réponse là, au moment de la réalisation de votre inventaire des renseignements personnels. Nos webinaires sont conçus dans l'optique de vous faire progresser dans l'acquisition des connaissances à chacune des séances. Donc, au cours de la présentation d'aujourd'hui, je ne reviendrai pas sur la définition de ce qu'est un renseignement personnel ou comment faire un inventaire. Donc, si vous êtes un nouveau responsable et que c'est votre premier webinaire de la saison, je vous invite à aller écouter le webinaire là, portant sur les règles de gouvernance où ces notions-là vont vous être présentées. Notre secrétariat a également une section sur la protection des renseignements personnels où les définitions là, de renseignements vont vous être données. Donc, je vous invite à consulter le site web là, du secrétariat. Tout comme pour vos règles de gouvernance, une politique de confidentialité doit être modulée en fonction du contexte. Donc, par exemple, si votre organisme collecte des renseignements par un moyen technologique sur un mineur ou des renseignements biométriques, par exemple, qui recourent à la reconnaissance faciale ou profil des personnes par le biais de témoins de connexion sur son site web, ça va avoir un incidence sur les exigences légales ou réglementaires que vous allez devoir respecter et ce qui va là, automatiquement influencer le contenu de votre politique de confidentialité. Donc, avant d'aller un peu plus loin, juste un mot sur les témoins de connexion. Donc, qu'est-ce qu'un témoin de connexion? Un témoin de connexion, ou aussi appelé cookie, est un fichier texte déposé par un serveur sur un appareil lorsque, par exemple, une personne consulte un site Internet ou qu'elle installe un logiciel ou une application mobile. Les témoins de connexion peuvent être utiles pour enregistrer les articles déposés dans un panier d'achat, pour mémoriser les préférences de la personne, comme le langage et la configuration, ou pour l'analyse à des fins statistiques. Donc, comment distinguer les différents témoins de connexion et les obligations légales y étant rattachées? On a fait l'exercice de séparer les témoins de connexion en deux grandes catégories en fonction de ce qui est prévu, ce qui est exigé dans la loi sur l'accès. Premièrement, il y aurait les témoins de connexion qui n'ont pas pour fonction de localiser une personne ou de faire du profilage. Et il y a ceux aussi qui ont, là, à l'inverse, pour fonction de localiser une personne ou de faire du profilage. Donc, dans le premier cas, ce sont des témoins qui sont notamment là, des témoins de connexion qui servent au bon fonctionnement du site Internet. Donc, par exemple, enregistrer un choix de l'utilisateur, sauvegarder un panier d'achat, enregistrer des réponses dans un formulaire ou pour la compatibilité avec l'équipement informatique utilisé, etc. Donc, dès qu'il y a présence d'au moins un témoin qui recueille au moins un renseignement personnel, que ce soit une adresse IP, la date de connexion de l'utilisateur ou d'autres informations sur le matériel informatique de la personne, une politique de confidentialité est nécessaire. Donc, on peut voir dans le tableau, j'ai mis oui face à l'obligation d'avoir une politique de confidentialité parce qu'il y a une collecte de renseignements personnels par un moyen technologique. Dans le cas là, de la deuxième catégorie, il y a une obligation supplémentaire dès qu'un témoin a pour fonction de localiser une personne ou de faire du profilage. Donc, ces témoins sont visés par l'article 65.0.1 de la loi sur l'accès. Cet article-là stipule que quiconque recueille des renseignements personnels auprès de la personne concernée en ayant recours à une technologie qui comprend des fonctions qui permettent de l'identifier, de la localiser ou d'effectuer un profilage, doit au préalable l'informer du recours à une telle technologie et des moyens offerts pour activer les fonctions qui permettent d'identifier, de localiser ou d'effectuer un profilage. Donc, on voit ici là, que l'article oblige que par défaut, cette fonction-là doit être désactivée et on doit informer la personne là, si elle veut l'activer, on doit l'informer comment elle peut faire pour l'activer. Donc, par profilage, on entend la collecte et l'utilisation de renseignements personnels afin d'évaluer certaines caractéristiques d'une personne physique, notamment à des fins d'analyse, des préférences personnelles, des intérêts ou des comportements de cette personne. Donc, par exemple, on parlerait de témoins de connexion qui permettent de faire un profilage publicitaire ou la géolocalisation. Donc, comme mentionné, ces témoins doivent être désactivés par défaut. Les pixels espions sont des images, généralement de la taille d'un pixel et dont le chargement lors de la visite d'un site web provoque une requête sur un serveur tiers visant à collecter des informations sur l'internaute.
Ces pixels peuvent provenir de fournisseurs tiers, par exemple Yahoo, LinkedIn, Meta ou Google. Ils peuvent, par exemple, permettre de mesurer l'efficacité des publicités en suivant les actions entreprises par les internautes lorsqu'ils cliquent sur une publicité. Les pixels espions qui font du profilage sont visés par l'article 65.0.1 qu'on vient de voir. Ils devraient donc être désactivés par défaut, au même titre que les témoins qui feraient aussi du profilage. On a une première question des participants. Pouvez-vous nous parler de Google Analytics et de son utilisation possible ou non comme témoin de connexion? L'utilisation d'outils de mesure d'audience comme Google Analytics ou Microsoft Clarity doit faire partie de la politique de confidentialité car ces outils impliquent minimalement l'utilisation de témoins qui collectent des renseignements personnels. En ce qui concerne l'application de l'article 65.0.1 de la loi sur l'accès, dans le contexte de Google Analytics, on comprend que les organismes publics ne feront normalement pas de profilage. Cependant, est-ce qu'on peut en dire autant de l'utilisation de ces renseignements par Google? Est-ce que, par exemple, Google utilise ces renseignements à des fins publicitaires ou pour présenter des contenus personnalisés? Selon nous, l'article n'exige pas que ce soit nécessairement l'organisme public qui effectue le profilage. En effet, si l'organisme utilise un outil qui comprend une technologie qui comprend elle-même des fonctions pour faire du profilage, l'article 65.0.1 de la loi sur l'accès s'appliquera et l'outil devra être désactivé par défaut. À notre avis, Google effectue du profilage avec ces renseignements, mais c'est difficile de l'affirmer avec assurance, étant donné l'opacité des pratiques de l'entreprise. Par contre, si vous avez l'assurance qu'aucun profilage n'est effectué par Google, vous pourriez alors traiter les témoins de connexion en lien avec Google Analytics comme des témoins standards. Vous pourriez informer la personne de la possibilité d'installer un module complémentaire pour qu'elle désactive elle-même Google Analytics. Par ailleurs, il faut aussi garder en tête que cet outil communique aussi des renseignements personnels des utilisateurs à Google. Selon nous, cette communication ne peut pas se faire sans le consentement de l'utilisateur. C'est aussi l'avis de la CNIL, qui est la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui est l'équivalent en France de la Commission d'accès à l'information qu'on a ici au Québec. Comme mentionné, on suggère donc aux organismes de considérer que Google effectue du profilage et d'appliquer l'article 65.0.1 de la loi sur l'accès, ce qui veut dire qu'il devra être désactivé par défaut. Nous suggérons de demander le consentement de la personne puisque Google Analytics communique des renseignements personnels des usagers à Google. Si vous décidez d'utiliser Google Analytics, nous suggérons de le configurer afin qu'il recueille le moins de renseignements possible et qu'il les conserve le moins longtemps possible. L'article 63.4 précise qu'une politique de confidentialité doit être publiée et diffusée par un organisme public lorsqu'il recueille par un moyen technologique des renseignements personnels. Quand on parle de recueillir, on parle bien sûr de collecte. Qu'est-ce qu'une collecte par un moyen technologique? Cela peut se traduire par une collecte qui est faite à partir, entre autres, de témoins utilisés par un site Internet, d'une prestation électronique de service, d'une application, d'un agent conversationnel ou d'un objet connecté. La plupart des organismes ont au moins un site Internet. Comme on a vu dans le tableau un peu plus tôt, dès que le site utilise minimalement des témoins qui recueillent des renseignements personnels comme une adresse IP, la politique de confidentialité est requise. Donc, selon nous, ce serait surprenant qu'un organisme ne soit pas tenu de diffuser une politique de confidentialité, parce que je pense que tous les organismes ont au moins un site Internet qui utilise des témoins de connexion. Donc, même si les termes moyens technologiques peuvent être interprétés largement, ce ne sont pas toutes les collectes de renseignements qui impliquent une technologie qui sont nécessairement visées par l'article de loi. L'intention était surtout de viser des collectes où la personne concernée peut exercer un certain contrôle sur ces renseignements, par exemple en refusant la collecte ou en prenant des mesures pour la faire cesser. Une collecte de renseignements personnels par une caméra de surveillance ne sera donc pas visée par l'article 63.4. Ici, on a une autre question des participants. Est-ce qu'une collecte effectuée par le biais d'un appel téléphonique ou d'un formulaire électronique de service doit faire l'objet d'une politique de confidentialité? Non, l'intention derrière l'article 63.4 n'était pas de régir les appels téléphoniques ou les formulaires électroniques. Dans ces cas,
un organisme public doit appliquer l'obligation d'information qui est prévue à l'article 65 de la loi sur l'accès. Nous allons revenir sur cette distinction là, dans la diapositive suivante. Une autre question aussi, est-ce qu'une collecte effectuée par le biais d'une prestation électronique de service doit faire l'objet d'une politique de confidentialité? Oui, bien sûr, dans la mesure où la prestation électronique de service implique la collecte de renseignements personnels. Quelle est la différence de portée entre les articles 63.4 et 65? L'article 63.4 prévoit l'obligation d'informer la personne concernée lors de la collecte de renseignements personnels par un moyen technologique. Cela doit se faire par la politique de confidentialité. L'article 65 prévoit, quant à lui, l'obligation d'informer la personne concernée lors d'une collecte de renseignements personnels, et ça, peu importe le moyen. Ainsi, une politique de confidentialité doit également se conformer normalement à l'article 65. Une politique qui respecte les modalités du règlement, qu'on va voir un peu plus tard, serait normalement conforme à l'article 65. Quatrième question des participants, la politique de confidentialité est-elle requise si l'organisme n'offre pas de services en ligne? La collecte d'informations de navigation sur un site web constitue-t-elle une collecte de renseignements personnels si la personne qui navigue n'est pas identifiable? Oui, François vient de nous en parler, on l'a vu, dès qu'un organisme possède un site Internet qui utilise des témoins qui recueillent des renseignements personnels comme une adresse IP, la politique de confidentialité est obligatoire. L'article 63.4 de la loi sur l'accès prévoit qu'une politique de confidentialité doit être rédigée en termes simples et clairs. Qu'entend-on par en termes simples et clairs? La Fédération internationale du langage clair nous enseigne qu'il s'agit d'une communication dont les mots, les phrases, la structure et la conception permettent au lecteur de facilement trouver, de comprendre et d'utiliser l'information dont il a besoin. Donc, en plus des trois principes que je viens de nommer, la nouvelle norme ISO sur le langage clair et simple identifie la pertinence comme quatrième principe. Je vous propose de les regarder brièvement ensemble. Donc, votre politique de confidentialité rédigée en termes simples et clairs devrait permettre aux personnes d'obtenir les informations pertinentes dont elles ont besoin pour prendre une décision éclairée ou des actions et exercer leurs droits. Donc, il faut réfléchir au contexte dans lequel l'utilisateur va prendre connaissance de la politique, choisir le bon format pour les informations à inclure en fonction de ces éléments-là. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les informations à fournir doivent être modulées en fonction du lecteur et du but avec lequel il va lire le texte, et donc en lien avec les collectes effectuées, entre autres, et non, par exemple, là, des informations amalgamées à travers d'autres documents. Donc, selon les principes du langage clair et simple, une politique de confidentialité doit aussi permettre aux personnes concernées de facilement trouver l'information dont elles ont besoin. Par exemple, afin de repérer facilement le contenu dans une politique, vous pouvez la formuler sous forme de questions ou avec des sous-titres. D'ailleurs, la politique de Juridique Québec est un peu structurée comme ça. Maître Latulippe va pouvoir vous en parler là, tout à l'heure. Dans le fond, l'information fournie aux personnes concernées dans une politique doit aussi être compréhensible par les personnes concernées. Donc, en d'autres mots, le contenu de votre politique là, doit être adapté aux personnes à qui la politique est destinée. Ce qui veut dire là, que la politique ne doit pas être rédigée de manière seulement à être comprise par des spécialistes ou des juristes, mais dans un vocabulaire qui provient là, du langage courant et qui va permettre à une personne raisonnable, dans le fond, de comprendre l'information de la politique. Pour faciliter la compréhension, vous pouvez également là, vous inspirer des principes de rédaction en langage clair et simple du système de design gouvernemental de Québec.ca. Donc, sur le site, là, vous allez avoir des conseils sur la manière d'écrire des textes concis, simples et lisibles. Enfin, les informations présentées dans votre politique devraient être facilement utilisables par les personnes concernées. Donc, normalement, si le contenu est pertinent, qui est facile à trouver puis qui est compréhensible, il devrait être utilisable. Donc, c'est-à-dire que votre politique va remplir son objectif de permettre aux gens de savoir, de comprendre l'information dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées ou des actions comme refuser une collecte, par exemple, puis exercer leurs droits. Donc, le but
du langage simple et clair, c'est la personne. Donc, vous rédigez pour la personne en fonction du contexte dans lequel il va lire la politique, mais vous devez vous assurer également qu'ils vont comprendre votre politique. Donc, l'idée aussi, c'est de tester auprès d'eux si les informations que vous leur donnez, ils les comprennent bien. Donc, vous pourriez, par exemple, mettre en place un site pour leur permettre de rectifier de manière autonome leurs renseignements personnels. Vous pourriez vérifier si les indications que vous leur donnez à cet effet-là dans votre politique, dans le fond, est bien compris, puis s'ils vont être capables d'atteindre, dans le fond, d'utiliser les fonctionnalités que vous avez mises en place pour eux. Vous avez à l'écran des hyperliens, les hyperliens vers la Fédération internationale du langage clair, vers la nouvelle norme ISO, vers le site de québec.ca. Donc, vous pourrez vous y référer. L'article 63.4 de la loi sur l'accès prévoit qu'un organisme public doit publier sur son site Internet et diffuser la politique de confidentialité par tout moyen propre à atteindre les personnes. Qu'est-ce qu'on entend par publier? Bien, dans le fond, la politique doit être publiée sur le site Internet de l'organisme public. Puis, qu'est-ce qu'on entend par diffuser par tout moyen propre à atteindre les personnes? Dans le fond, dans certains cas, la seule publication de la politique sur le site Internet ne sera pas suffisante pour que les personnes concernées soient atteintes. D'autres moyens vont devoir être déployés. Par exemple, si votre organisme conçoit une application, votre politique devrait être accessible dans l'application en tant que telle, en plus de se trouver sur votre site Internet. Même chose si votre organisme offre un produit technologique qui recueille des renseignements personnels comme un objet connecté, bien, la politique devrait normalement être affichée soit sur l'emballage ou dans les instructions du produit. Que doit contenir une politique de confidentialité? Bien, le règlement sur les politiques de confidentialité prévoit le contenu et les modalités qu'une politique doit contenir et un avis de modification. Il va entrer en vigueur le 1er janvier prochain. Donc, on va regarder ensemble qu'est-ce que l'article 2 de ce règlement-là prévoit. Donc, premièrement, la politique doit contenir le nom de l'organisme qui procède à la collecte de renseignements personnels. Si les renseignements sont recueillis par un tiers ou au nom de votre organisme, les personnes devront aussi être informées du nom du tiers en question. Également, la politique doit présenter une description des renseignements personnels recueillis. Votre organisme peut remplir l'obligation en inscrivant, par exemple, la liste de tous les renseignements personnels recueillis, en précisant les différentes catégories de renseignements recueillis ou en utilisant une description ou en mélangeant tous ces moyens-là. Par exemple, vous pourriez indiquer « Nous recueillons des renseignements sur votre identité comme votre nom et votre numéro d'assurance sociale, des renseignements de contact comme votre numéro de téléphone, votre adresse physique, votre adresse courriel ou des renseignements financiers comme votre numéro de compte bancaire. » L'important, dans le fond, c'est que la personne concernée comprenne quels sont les renseignements personnels que votre organisme collecte par un moyen technologique. Par la suite, vous allez devoir informer les personnes des fins auxquelles les renseignements sont recueillis. Donc, selon votre contexte, ça peut être, par exemple, nous utilisons des renseignements de contact pour vous acheminer les décisions prises dans votre dossier. On collecte votre numéro d'assurance sociale pour être en mesure de déterminer votre accessibilité à notre programme. Le cas échéant, on utilise votre numéro de compte bancaire pour vous verser les subventions auxquelles vous avez droit. François va maintenant vous montrer un exemple intéressant qui combine les deux dernières obligations dont je viens de vous parler. Donc, ici, on a un exemple fictif, mais qui est inspiré d'une politique qui est trouvée que j'ai trouvée sur Internet. Ça va être le cas aussi pour tous les exemples. Cet exemple-là est intéressant car il combine deux exigences du règlement dans un tableau. Donc, le visuel, ça rejoint l'objectif de la loi que la politique soit simple et claire. On explique donc pour chaque type de renseignement les fins pour lesquelles ils sont collectés. On donne aussi des exemples. Donc, on peut voir la catégorie de renseignement d'identification, exemple de renseignement nom et prénom. Bon, on peut utiliser ces renseignements-là pour être en mesure de vous servir et de vous offrir des produits et services demandés ou pour vous créer un compte. Donc ici, là, je trouvais que c'était un bon exemple. Vous allez devoir aussi présenter dans votre politique de confidentialité, dans le fond, les catégories de personnes qui vont avoir accès aux renseignements personnels. Donc, les catégories, dans le fond, peuvent être découpées, par exemple, par type d'emploi, par unité administrative, par type de mandat, etc. François va vous présenter aussi un exemple. Oui, donc, dans l'exemple ici, on explique d'abord le principe de base que seuls les employés qui ont besoin de
consulter les renseignements dans le cadre de leurs fonctions y ont accès. On détaille ensuite les différentes catégories d'employés qui vont avoir accès aux renseignements. Par contre, ici, peut-être que ce qu'on pourrait ajouter aussi, c'est à quel type de renseignements les employés vont avoir accès. On voit dans la liste là, les employés responsables des services visés par des plaintes. Donc, on comprend que normalement, ils vont avoir accès là, aux informations qui concernent les plaintes. On va voir un peu plus loin aussi jusqu'où va cette obligation, étant donné que nous avions eu une question à cet effet. Aussi, votre politique va devoir présenter, au fond, les moyens utilisés pour recueillir les renseignements personnels. Donc, dans un contexte technologique, les moyens de collecte ne sont pas toujours évidents à détecter pour les personnes concernées. Ils doivent leur être présentés clairement. C'est le cas notamment de l'utilisation des témoins de connexion dont vous parlez, François, tout à l'heure, mais également de l'enregistrement de renseignements personnels par le biais d'objets connectés. On va regarder un autre exemple avec François. Donc ici, là, on donne un exemple de moyen qui est utilisé. Donc, on explique qu'on utilise un système de dépôt de documents et que ce système collecte des renseignements personnels. On explique aussi pourquoi les renseignements sont collectés. Donc, je trouvais que c'était un bel exemple là, qui explique bien comme pourquoi ce moyen-là est utilisé, qu'est-ce que le moyen recueille et pourquoi. Et puis, c'est bien vulgarisé. Il faut toujours garder en tête qu'on s'adresse à l'utilisateur, qui n'est pas nécessairement un expert, là, comme Caroline l'a mentionné. Donc, je trouvais ici que c'était bien rédigé. Votre politique de confidentialité doit aussi présenter une description des mesures pouvant être prises là, afin de refuser la collecte de renseignements personnels et les conséquences possibles qui en résulteraient. Donc, sauf exception, la personne concernée doit pouvoir refuser ou mettre fin à la collecte de ces renseignements personnels. Donc, pour qu'elle puisse prendre là, une décision éclairée, elle doit être informée des conséquences possibles qui résulteraient, là, dans le fond, de son refus ou de mettre fin à la collecte. François va nous présenter un autre exemple. Donc, c'est un type d'exemple qu'on peut voir assez souvent dans les politiques de confidentialité. On parle ici de témoins de connexion, puis de témoins là, qui n'ont pas pour fonction de localiser ou de faire du profilage. Puis on invite les usagers à configurer leur navigateur pour les bloquer. Puis on fournit des explications là, en fonction du navigateur utilisé par la personne. Donc, c'est normal, il y aurait un lien là, pour Chrome, Firefox, Edge ou Safari, puis on expliquerait les étapes là, pour bloquer les témoins. On explique aussi que ce geste pourrait les empêcher d'avoir accès à certaines fonctions qui sont offertes sur le site Internet. Donc, c'est ça, comme prévu par règlement, là, on explique la conséquence du refus ici, là. Votre politique, le cas échéant, doit aussi présenter aux personnes là, une mention relative aux moyens technologiques disponibles pour qu'elles puissent consulter ou rectifier là, leurs renseignements personnels. À titre d'exemple, pour réduire le nombre de demandes d'accès à l'information ou de demandes de rectification, votre organisme pourra avoir mis en place un moyen technologique permettant aux personnes là, de consulter les renseignements personnels que vous détenez sur elles via, par exemple, un dossier en ligne et de leur permettre là, de rectifier elles-mêmes leurs renseignements personnels, leurs coordonnées, par exemple, et ça sans passer là, par le responsable d'accès. Donc, l'important, dans le fond, ici, dans votre politique, c'est que les personnes soient informées là, de l'existence de ces moyens technologiques-là et qu'un lien là, menant vers la fonctionnalité qui est offerte soit mis. Donc, rappelez-vous toujours les principes du langage clair et simple. Les personnes concernées doivent être en mesure de facilement accéder à l'information dont elles ont besoin et de l'utiliser. On va regarder un autre exemple là, avec François. Donc, ici, j'ai mis un exemple de Google qui permet d'exporter les renseignements personnels dans un format technologique. Donc, comme ça, la personne va pouvoir consulter elle-même tous les renseignements qui sont détenus par la compagnie. Comme Caroline a mentionné, ça pourrait être aussi là, un système qui permettrait l'accès à un dossier en ligne, puis qui permettrait à l'usager de consulter ses renseignements personnels ou de les modifier. Là, on voit ça quand même souvent. Là. On a notre compte, puis on peut modifier, là, par exemple, notre adresse ou nos autres coordonnées. On comprend que ce ne sont pas tous les organismes qui vont offrir un tel outil. Le règlement n'exige pas de mettre en place un outil, mais seulement d'informer la personne si l'outil existe. La personne concernée va devoir également être informée là, de ses droits, puis du nom du responsable là, de la protection des renseignements personnels et puis d'avoir dans le fond ses coordonnées.
François va vous présenter là, deux types d'affichage là, de ce type d'obligation-là. Donc, ça, on a un exemple là, assez simple. Dans le fond, le but, c'est qu'il y ait une section dans la politique qui informe la personne de son droit d'accès aux rectifications. Puis, on met ici là, les coordonnées de la personne responsable. Puis, on avait aussi un autre exemple. Ici, au lieu de mettre les coordonnées de la personne, on met plutôt un lien vers la section accès à l'information. Donc, on sait qu'en vertu du règlement sur la diffusion, un organisme est censé avoir une section sur l'accès à l'information qui contient les coordonnées du responsable. Donc, ça peut être avantageux, là, on va le voir un peu plus loin en quoi ça peut être avantageux de mettre un lien au lieu de mettre les coordonnées directement. Ensuite, si votre organisme recourt au service de tiers, ben, le nom des tiers devrait être indiqué également dans la politique, également là, les types de renseignements qui seront communiqués aux tiers et puis les fins auxquelles les renseignements sont communiqués. François va vous donner un autre exemple. Donc ici, là, on a un bel exemple qui présente l'information de façon claire dans un tableau. Qui sont les types de tiers et à qui les renseignements sont communiqués et quels sont leurs rôles. Donc, on explique ça aux personnes. Là. Par exemple, on communique des renseignements à des tiers pour des fins de marketing et publicité. Puis le rôle de ces tiers, ça va être de générer des publicités, des promotions ciblées relativement à nos produits et services, basées notamment sur vos préférences. Donc, c'est un exemple assez simple et clair. Par contre, ici, là, on a un contre-exemple. Bien que l'objectif de transparence soit louable, parce qu'on veut vraiment informer la personne là, de tout ce qu'on peut faire avec les renseignements qu'on détient sur eux, on les informe là, qu'on pourrait être appelé à communiquer des renseignements là, si un organisme qui a des pouvoirs de contrainte nous en fait la demande ou aux policiers si ces renseignements sont nécessaires à une enquête. Donc, selon nous, cette information ne devrait pas faire partie de la politique de confidentialité. En effet, cette obligation du règlement n'oblige pas un organisme public à informer la personne concernée de tous les tiers à qui des renseignements personnels pourraient être communiqués, mais seulement ceux à qui la communication est nécessaire pour les fins auxquelles les renseignements personnels ont été recueillis. Donc, je vous rappelle aussi que la politique de confidentialité ne concerne pas tous les renseignements que l'organisme détient, mais seulement ceux qui sont recueillis par le moyen technologique. Donc, ce sont plutôt les règles de gouvernance en PRP, là, en protection des renseignements personnels, qui devraient prévoir les rôles et responsabilités du personnel dans les différentes situations de communication sans consentement, là, dans l'exemple qui nous occupe. Ce document serait donc à portée plus générale. Le texte présenté dans l'exemple pourrait avoir pour effet de créer de la confusion chez l'usager. En effet, là, quelqu'un qui fait juste naviguer sur un site Internet pourrait se demander c'est quoi le rapport avec communiquer de l'information aux policiers si c'est nécessaire à une enquête. Donc, nous allons revenir sur cette obligation un peu plus loin, car nous avons eu plusieurs questions à ce sujet. Si vous communiquez des renseignements personnels, il est possible que vous le sachiez, là, que vous allez communiquer des renseignements personnels hors Québec. La personne devrait également en être informée. D'ailleurs, si, à contrario, vous savez que les renseignements ne seront pas communiqués, mais qui seront conservés de manière sécuritaire au Québec uniquement, ça peut être également une belle carte de visite de le mettre là, dans votre politique de confidentialité. François va vous présenter un autre exemple. Oui, donc pour la communication hors Québec, là, ici, dans l'exemple, on veut rassurer là, tout de suite les gens que habituellement les renseignements personnels sont gardés au Québec. Par contre, on explique qu'en cas de communication hors Québec, c'est l'article 70.1 de la loi sur l'accès qui s'appliquerait. À titre de rappel, cet article prévoit l'obligation d'effectuer une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée dans le but là, de s'assurer que l'endroit où les renseignements vont être communiqués a une protection là, équivalente à ce qui pourrait être offert au Québec.
Votre organisme doit aussi indiquer dans sa politique de confidentialité là, une brève description, dans le fond, des mesures prises là, pour assurer la confidentialité et la sécurité des renseignements personnels. Évidemment, les mesures doivent être présentées brièvement. Là, une personne malveillante ne doit pas être en mesure d'exploiter les informations en question. On va regarder un exemple et un contre-exemple avec François. Donc, ici, on détaille les types de mesures qui sont prises et on les divise en 3 catégories. Les mesures physiques, les mesures administratives et les mesures technologiques. On voit souvent là, dans les politiques de confidentialité là, ces 3 catégories-là. Comme mentionné par Caroline, je rappelle que le règlement parle de brèves descriptions. Donc, on n'a pas besoin d'entrer dans les détails, surtout pour ce qui est des mesures technologiques. De plus, il ne faudrait pas être tellement descriptif que des pirates pourraient utiliser l'information pour nous attaquer. Donc ici, on a un contre-exemple. Dans le fond, c'est juste que je disais qu'il faut être bref, mais dans le fond, ça, c'est peut-être un peu trop bref, là, trop vague. Donc, juste le fait de dire qu'on utilise des technologies de pointe pour protéger l'information, bien, il manquerait un petit peu là, de matière. Ensuite, votre politique de confidentialité doit présenter aux personnes concernées qu'elles ont le droit de porter plainte, dans le fond, si jamais votre organisme ne traite pas les renseignements personnels de la manière dont c'est prévu là, par le cadre légal. Elle doit également là, fournir les coordonnées d'une personne ou d'unités qui vont être capables de répondre aux personnes sur la politique de confidentialité. Donc, François, encore une fois, va vous présenter là, un mix, un exemple qui a trouvé un mix des deux qui est intéressant. Donc ici, dans la section de la politique, là, on combine l'information qui concerne les plaintes et les questions. Juste un rappel à l'effet que la politique doit expliquer aux utilisateurs qu'on parle des plaintes liées à la PRP et non tous les types de plaintes. Le règlement prévoit aussi de faire un lien avec les règles de gouvernance en PRP. Alors, ça pourrait peut-être être, l'occasion aussi là, de mettre un lien vers ces règles de gouvernance là, qui, par ailleurs, aussi devraient déjà être diffusées sur votre site Internet. Ce n'est pas nécessaire de mettre le nom d'un employé en particulier. C'est peut-être même mieux de mettre en place un point de chute plus général pour éviter de devoir modifier la politique de confidentialité si le nom de la personne devait changer. Votre politique, tout comme vos règles de gouvernance, peuvent évoluer en fonction des situations qui changent là, dans votre organisation. Donc, la date de la mise en œuvre de la politique et les dates de modification ou la date de modification, la plus récente mise à jour là, devrait être mise en ligne. Également, votre politique là, devrait contenir toute autre information nécessaire qu'une personne puisse prendre une décision éclairée quant à ses renseignements personnels et exercer ses droits ou autres exigences légales. Dans le fond, les 14 types d'informations qui viennent de vous être énumérés sont ceux qui doivent être présents dans une politique, là, minimalement présents, donc en vertu du règlement. Mais s'il y a d'autres informations qui sont requises pour que la personne puisse vraiment comprendre la nature de la collecte, le traitement que vous allez faire de leurs renseignements personnels, puis de la manière dont elles peuvent prendre des décisions éclairées, exercer leurs droits. Donc, vous pourriez mettre d'autres informations. Qui doit rédiger la politique de confidentialité? Bien, la loi ou le règlement ne donne pas de spécifications sur là où les personnes qui doivent rédiger la politique. Tout comme pour la mise en place de vos règles de gouvernance, on vous recommande d'élaborer la politique selon une approche multidisciplinaire, donc c'est-à-dire d'impliquer tous les intervenants là, qui peuvent être concernés par la rédaction de la politique. Ça peut être, oui, le responsable de la protection des renseignements personnels, mais ça peut être aussi votre chef de la sécurité de l'information, ça peut être des gens des communications, donc votre responsable du web, des gens pour simplifier en langage clair la politique. Donc, toute personne qui est compétente donc pour vous aider à rédiger une politique de confidentialité en langage simple et clair devrait, dans le fond, là, être impliquée dans le processus. Qui doit approuver la politique de confidentialité? Bien, dans le fond, contrairement à l'adoption de vos règles de gouvernance, vous n'avez pas à obtenir l'approbation du Comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, mais seulement à le consulter. Donc, en vertu de l'article 5 du règlement sur les politiques de confidentialité, votre politique doit, avant d'être publiée, faire l'objet d'une consultation auprès du comité en AIPRP. Si la politique a fait l'objet d'une modification significative, vous devez également consulter votre comité en AIPRP.
François va vous entretenir plus longuement tout à l'heure sur ce que doit contenir un avis de modification. Et pour les organismes publics qui sont exclus par règlement de l'obligation de former le comité, c'est le responsable, dans le fond, de la protection des renseignements personnels qui doit être consulté, ou dans le cas d'une municipalité ou d'un ordre professionnel ou d'un centre de service scolaire, c'est le directeur général à ce moment-là qui doit être consulté à ce moment-là, autant pour la politique de confidentialité que pour l'avis de modification. Cinquième question des participants. Aurons-nous un modèle de politique à adapter pour notre établissement? Considérant les disparités qui existent entre les différents organismes publics et le fait que la politique de confidentialité doit être adaptée aux usagers et aussi à la réalité de l'organisation, donc notamment par rapport à ce que vous collectez et puis la manière dont vous traitez les renseignements personnels, ce serait difficile de vous concevoir un modèle qui serait applicable pour tout le monde. Donc, les grandes catégories, les 14 grandes catégories d'informations qui viennent de vous être présentées sont celles normalement qu'on doit retrouver dans une politique de confidentialité en vertu du règlement. Étant donné que les politiques de confidentialité doivent être publiées sur le site Internet des organismes, vous pourriez vous inspirer de ce qui a été fait par ailleurs. Comme tout à l'heure, on va voir la politique de Jury du Québec avec Maître Latulippe, mais il faut vraiment que la politique, rappelez-vous que vous la rédigez pour les personnes concernées. Elle doit vraiment être propre à votre contexte, propre à ces personnes-là pour leur permettre, dans le fond, de prendre des décisions éclairées, d'exercer leurs droits. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de modèle comme ça. Rappelez-vous toujours l'objectif derrière la publication de la politique de confidentialité. Sixième question, jusqu'où va l'obligation d'inclure les catégories de personnes qui, au sein de l'organisme, ont accès aux renseignements personnels? Donc, on avait vu un exemple tantôt, là. Il est important d'être le plus spécifique possible. Par exemple, juste une mention générale qui dit que seuls les membres du personnel qui doivent traiter vos renseignements personnels pour remplir leurs fonctions peuvent y accéder, ce serait insuffisant. Il serait possible de s'inspirer pour vous aider de l'inventaire des fichiers de renseignements personnels qui est déjà prévu par la loi qui prévoit les catégories de personnes qui ont accès aux fichiers dans l'exercice de leurs fonctions. On a une septième question aussi. Est-ce que je dois informer les personnes concernées de tous les tiers ou des catégories de tiers à qui les renseignements personnels sont communiqués? On en a parlé un peu tantôt également. Non, il faut seulement informer de ceux à qui la communication est nécessaire pour les fins auxquelles les renseignements personnels ont été recueillis par l'outil technologique. Par exemple, la communication de renseignements personnels à un tiers à des fins de stockage n'est pas nécessaire pour les fins auxquelles les renseignements personnels ont été recueillis. Il s'agit d'un choix de l'organisme public et d'une communication qui peut s'effectuer sans le consentement de la personne par le biais de l'article 67.2 de la loi sur l'accès. C'est un article qui prévoit qu'est-ce qu'on doit faire pour l'exécution d'un contrat de service. Une communication de renseignements personnels effectuée à une autre fin, par exemple en vertu de l'article 68, qui serait une entente de communication, ne serait également pas visée par cette obligation d'information. Huitième question des participants. Est-ce que mon organisme peut faire plusieurs politiques de confidentialité? Oui, oui, oui. Oui, votre organisme n'est pas restreint à faire une seule politique de confidentialité. D'ailleurs, il est recommandé, lorsqu'il y a plusieurs situations de collègues, différentes collègues, de faire plus d'une politique. Dans le fond, vous pourriez faire une politique par rapport à la navigation sur votre site web. Vous pourriez faire une politique par rapport à une prestation électronique de service, une autre politique pour une application, par exemple. Donc, l'important, rappelez-vous les objectifs du langage simple et clair. La personne, lorsqu'elle va consulter la politique au moment de la collecte par un moyen technologique, il faut que ça soit pertinent. Il faut qu'elle trouve rapidement les informations dont elle a besoin pour elle exercer ses droits. Donc, oui, vous pouvez faire plusieurs politiques, c'est même recommandé dans le fond. Si au contraire, votre organisme décide de faire une seule politique de confidentialité qui couvrait toutes les situations des différentes collectes par un moyen technologique, assurez-vous que celle-ci demeure rédigée en termes simples et clairs, donc structurée de manière à faciliter le repérage par les personnes concernées, qui va s'appliquer aux différentes. Deuxième question des participants, comment garder la politique la plus générique pour englober toute l'organisation?
Écoutez, comme on vient de le voir, lorsqu'il y a plusieurs situations différentes de collecte de renseignements personnels par un moyen technologique, il vous est recommandé de faire plus d'une politique de confidentialité. Dans le fond, il serait contre-productif de vouloir rédiger une politique qui soit générique. Rappelez-vous les principes du langage clair qu'on a vus. La politique doit permettre aux personnes concernées de facilement trouver les informations dont elles ont besoin pour prendre des décisions éclairées et exercer leurs droits. Dans le fond, les informations doivent être pertinentes au contexte, notamment de la collecte et du traitement que vous allez faire des renseignements personnels des personnes concernées. Dixième question des participants. Est-ce qu'une politique de confidentialité peut être commune à plusieurs organismes? Oui, dans la mesure où ils recueillent en commun des renseignements personnels. Si, par exemple, une prestation électronique de service permet à une personne de transmettre une demande simultanément à plusieurs organismes, il pourra y avoir une seule politique de confidentialité. La politique devra être publiée à l'endroit où sont recueillis les renseignements personnels. Il ne sera pas nécessaire de la publier là, sur tous les sites là, de tous les organismes. L'important est que la personne concernée puisse facilement accéder à la politique de confidentialité et que celle-ci contienne toutes les informations nécessaires. Le règlement prévoit aussi qu'une politique pourrait être commune si un organisme public recueille des renseignements personnels au nom d'un autre organisme. 11e question. Est-ce que la politique de confidentialité publiée sur le site québec.ca englobe tous les organismes qui sont hébergés sur ce site? En ce qui concerne le site québec.ca, la politique de confidentialité vise les renseignements personnels qui sont recueillis dans le cadre de québec.ca. Donc, un organisme n'a pas à produire une politique de confidentialité qui lui est propre pour les renseignements personnels qu'il recueille via ce site. 12e question des participants. Est-ce que vous pouvez clarifier la différence et ou le lien qu'il y a entre la politique de confidentialité, la politique de protection des renseignements personnels, la politique de sécurité de l'information et la politique de gestion des incidents? Excellente question. Alors, bien que les documents doivent faire l'objet d'une diffusion là, sur le site de votre organisme, ces documents-là ont des portées différentes, ce qui va influencer leur contenu. Là, donc, regardons ça ensemble. La politique de confidentialité, on l'a vu, on le voit, hein, elle est rédigée à l'intention des citoyennes et des citoyens. Rappelons que c'est un des véhicules mis en place par la loi 25 pour garantir davantage de transparence aux personnes concernées au moment de la collecte de leurs renseignements personnels par un moyen technologique. Donc, sa finalité, on l'a vu, consiste à présenter aux personnes, en termes simples et clairs, les informations dont elles vont avoir besoin pour prendre des décisions éclairées, exercer leurs droits. La politique de protection des renseignements personnels ou de gestion des renseignements personnels est un des véhicules mis en place par la loi 25 pour mettre en œuvre le principe de responsabilité. Donc, il s'agit là d'une règle de gouvernance, on l'a vu dans le dernier webinaire, dont l'objectif est d'informer les membres du personnel de votre organisme de la manière dont ils doivent se conformer au cadre législatif, aux normes et aux mesures spécifiques applicables au contexte de votre organisme afin de protéger les renseignements personnels des citoyennes et des citoyens, voire même du personnel à l'interne. Donc, la règle permet notamment d'établir les rôles et les responsabilités des membres du personnel lors du traitement des renseignements personnels. Donc, notre secrétariat, évidemment, pour les fins d'une rédaction d'une politique de confidentialité en langage simple et clair, on ne vous conseille pas de mélanger les deux types de politique en ligne. Une pratique comme ça aurait, dans le fond, pour effet de complexifier davantage la politique de confidentialité. C'est ce qu'on ne veut pas. La politique de sécurité de l'information, son objectif principal, c'est d'énoncer les principes généraux puis de fixer les rôles et les responsabilités là, des intervenants clés afin de protéger les actifs informationnels, même ceux qui ne contiennent pas de renseignements personnels, selon le niveau de confidentialité, d'intégrité, de disponibilité là, qui a été jugé nécessaire. Quant à la politique de gestion des incidents de confidentialité, c'est une autre règle de gouvernance, mais elle est comme sous le chapeau de la grande politique de gestion des renseignements personnels. Son objectif, elle, c'est d'informer les membres du personnel de la manière dont ils vont devoir se conformer lors d'un incident de confidentialité. Je réfère ici à un incident de sécurité qui concerne des renseignements personnels. Donc, parmi les gestes ou la manière de se conformer aux exigences légales et réglementaires, là, suivant un incident, on pourrait penser que la politique, ici, pourrait dire aux membres du personnel de la manière dont ils doivent prendre des mesures pour diminuer les risques suivant un incident de confidentialité et en éviter de nouveau, évaluer si l'incident présente un risque de préjudice sérieux là, pour les personnes et, le cas échéant, là, aviser la commission d'accès à l'information ou les personnes concernées elles-mêmes et tenir un registre des incidents. Donc, on voit que ce sont des documents qui ont des portées différentes. Que doit contenir l'avis de modification?
Des changements peuvent survenir dans votre organisation qui vont faire en sorte que de nouveaux renseignements personnels devront être recueillis par un moyen technologique. La politique de confidentialité devra donc être mise à jour. Il sera important d'aviser le public de ces changements. Lorsque votre politique est modifiée, un avis qui en fait état doit être publié sur le site Internet de votre organisme et diffusé par tout moyen propre à atteindre les personnes concernées. Comme mentionné précédemment, le contenu et les modalités d'un avis de modification sont prévus à l'article 4 du règlement. Cet avis doit indiquer les éléments suivants. Il y a la date de sa publication, l'objet général des modifications apportées à la politique, lesquelles doivent être précisées dans une section dédiée à cette politique sur le site Internet de l'organisme, la date de l'entrée en vigueur des modifications, et si l'avis mentionne un délai plus court que le délai de 15 jours, les motifs pour lesquels la politique doit être modifiée dans ce délai plus court. En ce qui concerne le délai de 15 jours, il faut savoir que c'est le délai qui est prévu là, minimalement dans le règlement. Un délai plus court peut, exemple, se justifier afin de se conformer à une modification législative. 13e question des participants. Est-ce que nous devrions attendre la mise à jour de la politique de confidentialité avant de déployer une collecte de renseignements personnels par un moyen technologique? Oui. Je vous rappelle que l'objectif de publier et de diffuser une politique de confidentialité, c'est de permettre aux personnes concernées d'obtenir les informations dont elles ont besoin pour comprendre la nature de la collecte et le traitement qui va être fait de leurs renseignements personnels, de prendre une décision ou des actions éclairées relativement à ces renseignements-là, puis d'exercer leurs droits. Donc, au moment de déployer votre collecte de renseignements personnels par un moyen technologique, votre politique devrait être accessible aux personnes concernées. Euh, 14e question des participants. Est-il nécessaire de publier un avis de modification lors du changement de responsable de la protection des renseignements personnels de l'organisme? Non, un avis de modification n'est pas requis pour des changements mineurs qui ne sont pas susceptibles d'influencer la décision de la personne concernée quant à ses renseignements personnels et à leur utilisation. Par exemple, un avis de modification ne serait pas requis pour des corrections de français, des modifications de forme, pour des changements de coordonnées là, ou pour un changement de responsable. D'ailleurs, comme on l'a vu, votre organisme pourrait mettre un lien vers la section d'accès à l'information afin d'éviter d'avoir à changer le nom du responsable dans la politique. Comment publier la politique de confidentialité et l'avis de modification? En vertu de l'article 6 du règlement, une politique de confidentialité et un avis de modification doivent être publiés dans une section dédiée sur le site Internet de l'organisme. Le choix de l'endroit relève de votre organisme. Lorsqu'une politique de confidentialité concerne la collecte de renseignements personnels lors de la navigation sur le site Internet, elle doit être facilement accessible à partir de la page d'accueil du site ou sur toutes les pages du site où il y a une collecte de renseignements personnels. Donc, voyons un exemple. Donc ici, là, ce serait comme des liens qui apparaîtraient dans le bas de chacune des pages du site Internet. On voit qu'il y a un lien vers la politique de confidentialité. Dans certains cas, la seule publication d'une politique de confidentialité sur le site de votre organisme n'est pas suffisante pour que les personnes concernées soient atteintes. D'autres moyens devraient alors être utilisés. Par exemple, si votre organisme conçoit une application, votre politique de confidentialité devra être accessible dans l'application, en plus de se retrouver sur le site Internet. De plus, l'article 7 du règlement prévoit que la politique de confidentialité et, le cas échéant, l'avis de modification de la politique doivent être portés à l'attention de la personne. Cela pourrait se faire, par exemple, par l'apparition d'un bandeau lorsque la personne accède au site Internet. Un tel bandeau devrait contenir certaines informations de base pour que la personne concernée comprenne que des renseignements personnels la concernant sont recueillis, et il devrait l'inviter à lire la politique de confidentialité. Un lien vers la politique de confidentialité devrait également être présent. Ces bandeaux sont aussi souvent utilisés pour permettre à l'utilisateur de consentir ou non à certains types de cookies non essentiels. On peut voir un exemple de bandeau ici. Donc ici, on essaie là, de recréer un exemple d'une bannière qui apparaîtrait dans le bas de l'écran. Et donc la bannière donne certaines explications. Là, on dit qu'on utilise des témoins de connexion. Et on voit qu'il y a un lien vers la politique de confidentialité directement dans le bandeau. Ici, on a un moins bon exemple.
On voit souvent des organismes qui font un lien vers une politique spécifique aux témoins de connexion. La confection d'une telle politique n'est pas interdite et peut même être une bonne idée quand on veut prendre le temps de bien détailler tous les types de témoins qui sont utilisés sans trop alourdir la politique de confidentialité. Par contre, le règlement prévoit qu'on doit mettre un lien vers la politique de confidentialité dans la bannière. Dans cet exemple, on pourrait donc mettre les liens vers les deux politiques ou seulement mettre le lien vers la politique de confidentialité, puis ensuite mettre le lien vers la politique des témoins dans la politique de confidentialité. On voit souvent des bannières qui ont comme unique fonction d'informer les usagers de l'utilisation de témoins et de permettre de les accepter, de les refuser ou de configurer leur choix. Par contre, il faut se rappeler que le règlement a principalement pour but de présenter un lien vers la politique de confidentialité. Donc, ce qui manquerait dans la bannière ici, ce serait le lien vers la politique de confidentialité. À noter que le simple fait de mettre un lien vers la politique de confidentialité dans le bas d'une page du site Internet n'est pas suffisant pour respecter l'obligation de porter à l'attention de la personne la politique de confidentialité. Cependant, un tel lien doit être présent afin que la personne concernée puisse consulter en tout temps la politique de confidentialité. 15e question des participants suivant une modification. L'ancienne version de la politique de confidentialité doit-elle demeurer en ligne ou être retirée? Comme on peut le voir à l'écran, en vertu du deuxième alinéa de l'article 6 du règlement, la plus récente version antérieure de la politique de confidentialité et l'avis de modification correspondant, le cas échéant, doivent être publiés dans la section dédiée à la politique. Donc, vous devez veiller à ce que la version antérieure de la politique ne soit pas confondue avec la version en vigueur. Une mention claire, comme à l'écran, devrait être ajoutée pour spécifier, dans le fond, qu'il s'agit de la version antérieure, accompagnée du lien qui y conduit. 16e question. Est-ce qu'une politique de confidentialité rendue accessible via un lien dans le pied d'une page web est suffisant ou s'il faut la mettre davantage de l'avant? Par exemple, est-ce que c'est requis de la faire afficher à l'écran lors de l'accès à un service en ligne? Donc, non, comme on vient de le voir, un seul lien qui mène au site web qui contient la politique n'est pas suffisant. Le règlement prévoit d'attirer l'attention des usagers du site sur la politique de confidentialité. L'utilisation d'un bandeau semble être la solution la plus utilisée ou commune. On peut voir aussi des pop-up qui prennent tout l'écran. L'important, c'est vraiment d'attirer l'attention de la personne sur la politique. 17e question des participants. Est-ce qu'il est nécessaire d'obtenir une confirmation de lecture de la politique de confidentialité par les personnes concernées? Non, la loi ou le règlement ne spécifie pas qu'il est nécessaire d'obtenir une confirmation de lecture de la politique de confidentialité par la personne concernée. Donc, une mesure peut cependant être mise en place à la discrétion de l'organisme public. François va maintenant vous présenter nos derniers exemples à faire et à ne pas faire concernant la publication et la diffusion d'une politique de confidentialité. Ça concerne surtout les témoins de connexion publicitaire. Donc, je voulais terminer avec des exemples de sites qui utilisent une technologie de profilage pour présenter des publicités ciblées. Ici, c'est un excellent exemple. On peut voir dans le bas de l'imprimé écran que quand l'utilisateur arrive sur le site, il peut tout de suite tout refuser, tout accepter ou gérer ses préférences. On voit que quand il clique sur « Gérer mes préférences », la fenêtre qui est en haut apparaît. Puis on voit que les cookies pour publicité ciblée sont désactivés par défaut. Donc, on voit aussi qu'il y a tout de suite un bouton « Tout refuser ». Donc, vu que c'est décoché par défaut, on pourrait penser que la personne qui arrive sur le site et qui fait juste comme fermer la bannière ou cliquer ailleurs, ce ne serait pas activé par défaut. Donc, c'est une très bonne pratique ici. Ici, un contre-exemple, donc tout le contraire de ce qu'on vient de voir. Quand on arrive sur le site, la bannière qui apparaît dans le haut de l'écran, on voit qu'on a juste le choix d'accepter les cookies ou de les paramétrer. Donc, on n'a pas le choix de tout refuser. Puis quand on fait paramétrer, on voit que par défaut, les cookies pour une publicité ciblée sont cochés. Donc, par défaut, les témoins de connexion qui font du profilage sont activés, ce qui ne respecterait pas la loi sur l'accès. En terminant aussi, juste un mot sur le consentement. Selon la loi sur l'accès, pour être valide, je rappelle que le consentement doit être manifeste,
libre, éclairé et donné à des fins spécifiques. Ainsi, l'information qui permet d'obtenir le consentement doit être simple et claire. Donc, dans l'exemple ici, à gauche, on a un bon exemple. On a des boutons qui sont neutres. Donc, on a le choix d'accepter ou de refuser. Il n'y a aucun bouton qui est mis en évidence plus que l'autre. Aussi, on ne le voit pas, mais quand on fait gérer les préférences, tout est décoché par défaut. Puis ça apparaît aussi, ça fait partie d'une bannière, puis la bannière contenait un lien vers la politique de confidentialité. Donc ici, pour la bannière et les boutons, ce serait vraiment l'exemple parfait de ce qu'il faut faire. Par contre, à droite, on peut voir qu'il y a un bouton qui est mis plus en évidence que l'autre. Bon, on comprend que peut-être que dans l'organisme, on comprend qu'en fonction des catégories de personnes, il y a certaines personnes qui voudraient utiliser des techniques pour avoir un plus haut taux d'acceptation de tous les témoins de connexion. Par contre, ça ici, c'est ce qu'on appellerait en anglais, ce qu'on appelle des dark patterns. Dans le fond, c'est des pratiques qui visent à inciter l'internaute à cliquer sur un bouton plus qu'un autre. Donc, on peut se demander si on utilise de telles techniques, si notre consentement est libre et éclairé. Personnellement, j'en doute. Ça me semble plutôt être des pratiques qui visent à tromper la personne. Donc, on sait, quand on arrive sur un site, des fois, on veut juste se débarrasser de la bannière, puis on veut aller rapidement. Donc, c'est ça. Si on met le bouton plus gros ou plus en évidence pour que la personne accepte tout, selon moi, ça ne constituerait pas un consentement valide. Puis aussi, juste pour vous dire que récemment, la Commission d'accès à l'information a mis en ligne ses lignes directrices qui concernent le consentement. Donc, je vous invite à les consulter sur le site de la CAI. Alors aujourd'hui, on vous l'a dit d'entrée de jeu, on a le privilège d'entendre Maître Chloé Latulippe, directrice des affaires juridiques et secrétaire générale de la Société québécoise d'information juridique, SOCIJ. Maître Latulippe, rebonjour. Bonjour, votre micro est fermé. Mon micro est fermé, oui, il fallait prévoir. Donc, vous allez nous présenter la démarche que vous et les membres de votre personnel avez parcourue pour mettre en œuvre la politique de Juridique Québec. Pour nos participants, Maître Latulippe dirige les affaires juridiques de SOCIJ depuis le printemps 2019. Elle compte plus d'une quinzaine d'années d'expérience comme avocate. Avant de se joindre à SOCIJ, elle œuvrait en pratique privée où elle a exercé en droit de la propriété intellectuelle. En plus d'être à la tête des affaires juridiques de SOCIJ, elle agit comme secrétaire du conseil d'administration, responsable de l'application des règles contractuelles ainsi que responsable de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels. Merci encore d'être là avec nous, Maître Latulippe. Et puis, la parole est à vous. Merci, c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour à tous. Merci pour cette présentation, Madame Côté. Je vais débuter peut-être par présenter l'organisme pour lequel je travaille. Je pense que ce sera une mise en contexte tout à fait pertinente pour la présentation des démarches qu'on a suivies pour l'élaboration de notre politique. Alors, en espérant qu'il n'y ait pas de pépins, je vais partager mon écran pour vous montrer la présentation que j'ai préparée. Voilà, faites-moi signe, s'il vous plaît, si jamais ça n'apparaît pas. Tout va bien, vous êtes dans votre diaporama. Parfait. Alors, SOCIJ, la Société québécoise d'information juridique, est un organisme public, donc, qui a pour mandat de promouvoir la recherche, l'accessibilité de l'information juridique. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment dans notre ADN de s'assurer d'une communication claire de l'information juridique et de son accessibilité au bénéfice de la population. Je vais vous parler des démarches qu'on a entreprises pour mettre en place notre politique de confidentialité. Loin de moi l'idée de prétendre que c'est la seule ou la meilleure façon de procéder. L'idée est simplement de partager le vécu de SOCIJ dans cet exercice-là. Donc, je vais vous présenter le contexte dans lequel on a travaillé, les besoins qui avaient été exprimés par les équipes, par les affaires juridiques pour la mise en place de cette fameuse politique, la démarche qu'on a suivie pour l'élaborer, cette politique-là, puis finalement, le résultat final que je vous présenterai dans les derniers moments de la présentation.
Ce qui, je vous l'ai dit, a pour mandat de diffuser l'information juridique. On est bien connu pour nos moteurs de recherche de jurisprudence, les plumitifs qui sont disponibles en ligne, mais c'est aussi un projet de plateforme en ligne, la plateforme juridique dont je vous montre un extrait à l'instant à l'écran. Juridique ou Juridicusé, Juridique Québec au choix. C'est donc une plateforme en ligne qui a été lancée en octobre 2020 en collaboration avec le ministère de la Justice du Québec. Cette plateforme-là vise à aider les citoyens à connaître leurs droits et à entreprendre des démarches. Puis je vous parle de juridique aujourd'hui puisque c'est la politique de confidentialité de ce site-là, qui est un deuxième site de Socige, donc ce n'est pas notre site principal. Et donc, il est important de bien camper le contexte dans lequel on a travaillé pour cette politique-là. Vous voyez donc à droite de l'écran le visuel du site du Service Québec, en fait, Juridicusé, le mandat, on vous informe et on vous accompagne. Juridique, la plateforme offre donc de l'information juridique et psychosociale, facile à comprendre, des bottins de ressources pour obtenir l'aide de professionnels, des balados, des webinaires. Elle aborde différents thèmes, la séparation, le divorce, les aînés en perte d'autonomie, le fait d'être locataire. Beaucoup d'informations, donc, vous me direz, et les témoins de connexion dont vous parlaient François et Caroline tout à l'heure sont présents évidemment dans ce contexte-là, comme sur la plupart des sites Internet. Juridique, c'est aussi un outil d'aide au divorce conjoint en ligne. Cet outil-là permet aux gens, aux utilisateurs, en répondant à un questionnaire, de générer des documents qui sont nécessaires pour déposer leur dossier devant le tribunal. Alors, vous me voyez venir, c'est un outil qui est susceptible de collecter des renseignements personnels, notamment, comme on le voit à l'écran, des informations sur les revenus de la personne concernée. Il était donc primordial pour tout le monde chez Socige que ces renseignements personnels-là soient traités de façon conforme au droit et aussi qu'on communique clairement aux utilisateurs la façon dont ces renseignements-là étaient collectés, les fins, les moyens, etc. Pour vous resituer dans le temps, Juridique, je vous l'ai dit, a été lancé en 2020. Donc, ça prédate les exigences actuelles de la loi. Le règlement n'était évidemment pas encore adopté ni en vigueur. C'est donc un exercice dans lequel on s'est lancé sans l'encadrement dont on bénéficie aujourd'hui et qui a été fait donc au mieux de nos connaissances de l'époque. C'est un exercice, on le verra, qui n'est pas complètement terminé, qui se poursuit dans le temps, il faut nous assurer que nos pratiques et ce qui est écrit dans cette politique-là coïncident avec la réalité et sont conformes aux exigences légales. Les besoins à l'époque, donc, où on a commencé à travailler sur cette politique-là, étaient doubles. Il y avait ce que j'appellerais d'abord des besoins d'affaires, les besoins de l'équipe qui gère la plateforme, qui était notamment de respecter la ligne éditoriale du site. Je vous l'ai dit, c'est un site adressé aux citoyens qui se veut accessible. On voulait que la politique de confidentialité soit donc facile à comprendre à l'image de la plateforme comme telle. Il fallait aussi respecter la stratégie de marque et renforcer le sentiment de confiance des utilisateurs en leur permettant de comprendre de l'information juridique, une politique donc, qui peut être assez aride, un genre de document qui est habituellement plutôt complexe à comprendre pour les non-initiés. On voulait aussi optimiser l'expérience utilisateur. La politique est en ligne. On parle de collecte de renseignements par des moyens technologiques en offrant une expérience positive, conviviale, qui donne envie de la lire, cette politique-là, et d'être bien informé. Puisque, comme le rappelaient François et Caroline, l'objectif en est un de transparence à l'égard des usagers. Il y avait, en plus de ces besoins d'affaires, des considérations juridiques, évidemment. On voulait s'assurer de la conformité légale de la politique qu'on allait créer. On voulait s'assurer de son exactitude, que le fait d'utiliser un langage simple et clair ne compromette pas l'exactitude du document au niveau juridique. Il y avait aussi ce que je qualifierais d'un exercice de gestion de risque parce que, évidemment, il y a des risques associés à diffuser une politique qui est mal comprise, qui n'est pas claire, mais aussi des risques d'omettre des renseignements importants à trop vouloir simplifier un document.
Maintenant, pour la démarche qu'on a suivie. On s'est dit qu'il y avait plusieurs moyens de parvenir à notre objectif, là, qui était donc d'avoir une politique de confidentialité en termes simples et clairs. Il fallait d'abord réduire le volume de mots. Je parle de réduire le volume de mots parce que, croyez-le ou non, on a d'abord procédé de façon très classique dans notre démarche, c'est-à-dire qu'on a rédigé une politique un peu comme les avocats savent le faire, je le dis avec une pointe d'autodérision, là, une politique, c'est-à-dire souvent assez longue, verbeuse parfois, hein, par souci de tout couvrir. Souvent, on a tendance à en dire beaucoup et à vouloir être plus précis que nécessaire. Et on l'a vu tout à l'heure, ce n'est pas toujours nécessaire d'aller au-delà des exigences de la loi. Parfois, ça risque même de créer une certaine confusion auprès du lecteur. Donc, le premier moyen qu'on s'est donné, c'était de réduire le texte de la politique qui comptait initialement 4500 mots. On les a comptés. On voulait réduire le tout et on a réussi à la simplifier suffisamment pour que ça tienne en 1700 mots. Évidemment, on s'assurait à chaque étape là, de ne pas sacrifier des éléments importants et de valider la façon dont l'information était rendue. On a restructuré le document complètement. On avait au départ 15 parties, une introduction, une conclusion, etc. Et vous verrez, le résultat tient en 6 sections différentes, organisées dans un style web, que je qualifierais de web, comme vous le voyez dans le troisième moyen. On a adapté le document au format du site Internet pour que ça réponde aux principes de rédaction web. On a également travaillé en collaboration multidisciplinaire. C'est un mot qui est revenu tout à l'heure dans la présentation. Et puis, j'étais heureuse de le retrouver aussi dans la mienne parce que c'est vraiment un élément clé. Ça prend plusieurs compétences différentes expertises, devrais-je dire, pour parvenir à préparer un document de cette nature-là. Il y a des considérations légales, mais il y a aussi des considérations de communication et des considérations de technologie de l'information. C'est pas tout le monde qui sait ce que ce sont des témoins de connexion, Google Analytics, tous ces éléments dont on a parlé tout à l'heure. Donc, c'était important pour nous que toutes les personnes concernées soient impliquées dans l'élaboration de la politique et que la réécriture qui a été prise en charge par l'équipe éditoriale soit faite de concert avec les affaires juridiques et les TI. Maintenant, pour le résultat, je vous ai préparé quelque chose sous la forme des transformations extrêmes, là, vous savez, avec un avant-après. Alors, je vais vous montrer ça à l'instant. Mais d'abord, évidemment, une mise en garde. Là, je ne prétends pas que le résultat de la politique est parfait. J'ai d'ailleurs pris bonne note des différents commentaires et contre-exemples de François et Caroline tout à l'heure. Et je compte faire des ajustements, je vous le dis en toute candeur. Je pense qu'il y a toujours place à l'amélioration. Mais on a un résultat qui n'est pas mauvais, je crois, et qui pourrait servir d'inspiration pour ceux d'entre vous qui ne savent pas par quel bout prendre ce genre de document. Alors, pour le avant, je ne vous ai pas tout reproduit, évidemment, je vous épargne le document, mais là, juste en regardant, je pense, cette diapositive, vous avez une idée de ce avec quoi on partait. La politique de confidentialité, là, le nom du projet a changé. On l'appelait à l'époque guichet unique. C'est devenu juridique. Mais c'est dans un style très classique, là, si je puis dire, avec introduction, des parenthèses, des guillemets, un peu à la façon dont on rédige des contrats ou des documents de ce style-là à des fins internes souvent. Et maintenant, pour le après, je vais cliquer sur mon lien vers la politique en espérant que vous la voyez s'afficher en même temps que moi. Est-ce que c'est bon? On la voit, Chloé, tout va très bien. Merci. Vous voyez aussi que j'ai mes lois ouvertes à l'écran en même temps aux fins de référence. Enfin, la politique est là. Je vais la faire défiler rapidement, simplement pour que vous voyez comment c'est structuré. Alors, on est bien loin du avant que je vous montrais tout à l'heure. Dans le style web contemporain, là, on défile en descendant simplement au bas de la page. On retrouve le petit onglet politique de confidentialité dont il a été question
si les gens veulent y accéder par ce moyen-là, c'est possible. Donc, en cliquant sur le lien, ils seraient amenés vers cette page-là. Mais il y a aussi des références à la politique lorsqu'on se connecte, par exemple, à l'outil de divorce dont je vous parlais tout à l'heure, toujours dans une optique de s'assurer qu'avant de communiquer des renseignements personnels, les utilisateurs soient bien conscients de l'utilisation qui va en être faite. Donc, de la longue introduction que je vous ai montrée tout à l'heure, on passe à deux phrases simples ici en en-tête qui indiquent que la politique explique aux utilisateurs quels renseignements personnels sont recueillis par Sokige et à quelle fin. On réitère ici qu'on sait que les gens comptent sur notre transparence et qu'on s'assure comme organisme de protéger adéquatement la confidentialité des renseignements personnels. On indique aux gens en quoi cette politique, aux utilisateurs, en quoi cette politique les concerne. Elle les concerne s'ils naviguent sur le site, simple fin de recueillir de l'information. S'ils se créent un compte aussi, notamment pour utiliser l'outil dont je faisais mention, et s'ils communiquent avec nous. Donc là, je pense qu'on va peut-être au-delà, à la lumière de ce que François nous disait tout à l'heure, au-delà de ce qui est requis nécessairement dans cette politique-là, mais on a regroupé l'information ici. On indique à l'utilisateur qu'on recueille les renseignements personnels, ces renseignements personnels, dans quelques situations qui sont énumérées ici de façon très succincte, en langage clair, encore une fois. Et il suffit pour les utilisateurs de cliquer sur le petit signe plus pour voir plus de détails selon les circonstances qui les concernent. On précise, là, vous voyez dans le petit menu que j'ai déroulé, le type de renseignements qui sont colligés. La section suivante indique pourquoi on recueille les renseignements personnels. On le fait pour 4 raisons principalement, qui sont de recommander des contenus pertinents, accompagner l'utilisateur dans ses démarches, comprendre les besoins et améliorer les services, et pour atteindre d'autres objectifs permis ou requis par la loi. On indique qui a accès aux renseignements personnels, donc les employés lorsque c'est nécessaire, certains fournisseurs de services et d'autres personnes lorsque c'est requis ou permis par la loi. La section suivante indique comment on conserve les renseignements personnels. On précise qu'on les entrepose au Québec. Il y a aussi une référence à Google Analytics dont on parlait tout à l'heure et un petit peu plus bas, là, une description de ce que sont des témoins de connexion parce que c'est encore une fois pas quelque chose que tout le monde connaît. On définit ce dont il s'agit, comment ils sont utilisés et que c'est possible d'installer un élément sur l'ordinateur pour empêcher les cookies ou les témoins de connexion d'être activés. Les deux dernières sections ont trait aux droits des utilisateurs. On leur rappelle qu'ils peuvent faire le nécessaire s'ils veulent désactiver les témoins de connexion, qu'ils peuvent aussi consulter leurs renseignements personnels et les faire corriger ou les corriger par eux-mêmes selon le cas. Dans l'outil notamment, ils peuvent eux-mêmes modifier les renseignements qui s'y trouvent, mais ils peuvent aussi communiquer avec Sokige pour faire rectifier leurs renseignements personnels comme le prévoit la loi. Et puis pour finir, on avise les utilisateurs qu'on peut modifier la politique et qu'ils ont aussi des ressources auxquelles ils peuvent s'adresser en cas de questions ou de plaintes. Et on les réfère aux responsables de l'accès ici en bas de page. Alors, je vais tenter de revenir vers ma présentation maintenant pour vous dire ce que je crois qu'il faut retenir de cet exercice. Contrairement à ce qu'on peut penser, rédiger en termes simples et clairs, ça prend du temps. Ce n'est pas moins long que rédiger en termes classiques une politique de format standard. Donc, c'est un exercice qu'il vaut mieux amorcer plus tôt que tard. C'est un travail d'équipe, comme je le soulignais, donc n'hésitez pas, si je peux me permettre une recommandation, là, à faire intervenir les personnes concernées au sein de vos organismes respectifs. Dans notre cas, comme je vous le disais, le travail a été fait en grande partie avant les récents amendements législatifs, mais on a récemment, donc comme la loi le prévoit, constitué, le comité AIPRP existait, mais il a été mobilisé pour revoir cette politique-là, s'assurer que c'était conforme et que ça correspondait aux objectifs visés. C'est un exercice de communication, comme je l'ai mentionné, aussi de gestion de risque, qui n'est jamais vraiment
compléter. On ne peut pas s'asseoir sur nos lauriers parce que la politique est en ligne. Il faut, comme je l'indiquais plus tôt, s'assurer de son adéquation avec les pratiques de l'organisme, avec la réalité qui peut être changeante, les façons de faire aussi, et de sa conformité avec l'évolution du droit. Alors voilà, ça clôt ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui à ce sujet. Merci infiniment, Maître Latulippe, de votre partage d'expérience. Je pense que vous mettez en lumière beaucoup de concepts, la théorie qu'on avait présentée, mais là, vous l'articulez vraiment. Je pense que les gens ont pu mieux voir tout le travail et de la manière dont ils peuvent travailler ensemble, dans le fond, au profit toujours du citoyen, d'une plus grande transparence. Merci encore d'avoir été des nôtres. Et écoutez, peut-être que pour une prochaine fois, pour un autre événement, on retiendra votre nom. Vous êtes très intéressant. Merci beaucoup. À vous. Merci pour l'invitation. Bonjour. Donc, de mon côté, moi aussi, je vais aller rechercher notre présentation en souhaitant qu'elle se positionne à la bonne place. Normalement, ça devrait être ça. Et non. Donc, écoutez, je vais simplement me diriger vers la bonne diapositive. C'est une question de minutes, même pas. On est rendu. Donc, si on résume, la politique de confidentialité doit présenter le nom de l'organisme ou des tiers, dans le fond, le cas échéant, qui collecte des renseignements personnels là, par un moyen technologique au nom de l'organisme public. Une description des renseignements personnels. Elle doit présenter également les fins auxquelles les renseignements personnels sont recueillis, les catégories de personnes qui, au sein de l'organisme, vont avoir accès aux renseignements personnels. Le cas échéant, on l'a vu, le nom des tiers ou des catégories de tiers à qui c'est nécessaire de communiquer les renseignements, les fins pour lesquelles les renseignements vont être communiqués, en précisant les catégories de renseignements. Également, la mention peut-être, le cas échéant, si les renseignements sont communiqués là, à l'extérieur du Québec. La politique doit également présenter les moyens par lesquels les renseignements vont être recueillis. Donc, ça peut être sur le site web, ça peut être via une application, un agent conversationnel. La politique doit également faire une mention relative aux droits des personnes, donc droit d'accès, droit de rectification, droit de se prévaloir du processus de plainte. Le cas échéant également, peut-être si c'est disponible, la mention qu'il y a des ressources ou des outils technologiques pour leur permettre de consulter, de rectifier ou d'avoir un contrôle là, sur leurs renseignements personnels. Une description aussi des mesures qui peuvent être prises pour refuser la collecte, là, le cas échéant. Les coordonnées, le nom, les coordonnées du responsable ou de toute personne susceptible de répondre aux questions que les personnes peuvent avoir là, sur les politiques de confidentialité doivent être là également. On doit également trouver une brève description des mesures prises par l'organisme pour assurer la confidentialité des renseignements personnels et bon, la date d'entrée en vigueur et la date là, de sa plus récente mise à jour, le cas échéant. Voilà, je pense que ça vous fait une image synthèse là, de ce que doit contenir une politique. En résumé, une politique de confidentialité doit permettre aux personnes concernées d'obtenir les informations dont elles ont besoin pour comprendre la nature de la collecte de leurs renseignements personnels par un moyen technologique et le traitement qui sera fait de leurs renseignements, de prendre une décision éclairée ou des actions quant à ces renseignements, par exemple refuser la collecte ou rectifier de manière autonome leurs renseignements personnels, d'exercer leurs droits, ou comme le droit d'avoir accès à leurs renseignements personnels. Donc, au terme de ce webinaire, nous espérons que la portée des nouvelles obligations est plus claire pour vous et que ceci vous aidera à élaborer votre politique de confidentialité ou à la bonifier. S'il y a 4 éléments principaux à retenir de notre présentation aujourd'hui, on voudrait que ce soit ceux-ci. Donc, une politique de confidentialité doit être modulée en fonction du contexte de votre organisme, notamment des renseignements personnels qu'il collecte par un moyen technologique et du traitement qu'il en fait. Elle devrait être élaborée en collaboration avec plusieurs acteurs clés, comme Chloé l'a mentionné aussi, là, donc notamment pour vous assurer que cette politique est compréhensible et pertinente. Elle doit informer les personnes concernées de la façon dont leurs renseignements personnels sont recueillis et utilisés et de leurs droits, droit d'accès, rectification, plainte, et ce en termes simples et clairs, donc faciles à trouver, compréhensibles, utilisables et pertinents.
Enfin, des changements peuvent survenir dans votre organisation, ce qui pourrait avoir une incidence sur la politique de confidentialité. Il est important que le public soit avisé lorsque des changements sont apportés à une politique de confidentialité afin qu'il puisse en prendre acte. Si vous avez aimé la présentation d'aujourd'hui, on vous donne rendez-vous le 14 février prochain. Les technologies se développent à un rythme effréné. Comment protéger les renseignements personnels sans freiner les innovations? Donc, en ajoutant aux lois des principes comme celui de la protection de la vie privée dès la conception. Ce principe fait désormais partie du nouveau régime de protection des renseignements personnels et fait l'objet de la norme ISO 31700. Qu'est-ce que la protection de la vie privée dès la conception ou le Privacy by Design? Quel est le lien entre la loi 25 et la norme ISO 31700? Quelles sont les exigences de la loi 25 et de la norme et comment les mettre en œuvre au sein d'un organisme public? Notre prochain webinaire vous permettra d'obtenir des réponses à ces questions-là. Pour connaître les dates d'inscription de nos prochains événements, suivez-nous sur LinkedIn. Un sondage de satisfaction va vous être acheminé rapidement après la présentation. Merci d'y répondre en grand nombre. C'est vos commentaires, dans le fond, qui nous permettent d'améliorer la formule de nos prochains événements. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et d'avoir assisté à ce webinaire. À bientôt.